bras est levé, donc on peut y aller. Bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez en ligne. On a le plaisir à vous recevoir. Donc, on a un panel d'entrepreneurs genevois qui vont essayer de répondre aux questions de savoir ce que c'est qu'être un entrepreneur. Et puis, on va poser les questions. Vous avez aussi le moyen de poser les questions en ligne, donc n'hésitez pas à le faire. Peut-être pour commencer, je propose qu'on fasse un premier tour de table. Donc moi, je suis Antoine Facio, le directeur de la Fondetech. Et puis, on a avec nous la chance d'avoir 3 entrepreneurs de la région. Et je vais leur passer la parole afin qu'ils se présentent et qui nous présentent brièvement leur entreprise. Scott, je peux vous passer la parole ? Avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Scott Dilly. J'ai 36 ans, entrepreneur à Genève. On a débuté il y a quelques années un projet qui s'appelle Origine, qui est un projet qui tourne principalement autour de la flottaison. Alors, j'expliquais un peu la flottaison, parce que ce n'est pas un concept qui est très connu pour l'instant à Genève. Donc, c'est une méthode de relaxation naturelle. Et vous couchez, vous allongez dans une sorte de grande baignoire remplie d'eau salée. On éteint les lumières, il n'y a aucun son, l'eau salée vous permet de flotter, c'est un peu comme si vous étiez dans la mer morte, sauf que c'est beaucoup plus dense, donc vous flottez très très bien. Et l'eau est à température de la peau, donc à 36,4, la température ambiante de la salle est aussi à 36,4, donc dans l'obscurité totale, au bout d'un moment, votre corps ne comprend plus très bien ce qui est immergé ou émergé, et ça vous permet d'avoir un sentiment de flottaison, c'est comme si vous flottiez dans le vide, il n'y a plus de gravité. Et ça vous permet vraiment de tout relâcher et d'atteindre des niveaux de méditation qui sont normalement réservés à des personnes qui passent beaucoup de temps au sommet de la montagne, en tailleur, à faire des belles séances de yoga. Donc ça stimule aussi la créativité, il y a plein de vertus aussi pour la santé. Donc on a lancé ce projet avec 3 collègues. Il ouvre lundi, on a été retardé un peu par la situation actuelle. Mais voilà, donc on est sur la dernière ligne droite. Donc, on se réjouit de faire découvrir tout ça aux jeunes. Bravo, merci. Laure, je vous laisse peut-être continuer. Alors, bonjour, donc moi c'est Laure André. J'ai ouvert le 15 septembre le Muséum Shop, donc, qui fait partie du Musée d'Histoire Naturelle à Genève. C'est une concession de service public, donc j'ai répondu à un appel d'offres. Et auparavant, je travaillais déjà au sein de la boutique du muséum qui était l'ancien commerce. Et donc, j'ai été soutenue par la Fondetech pour donc reprendre ce commerce avec une nouvelle entité. C'est une boutique de musée, donc avec vraiment des articles en lien avec les expositions temporaires et permanentes. Un vrai travail donc avec l'institution pour suivre les expositions et choisir à chaque fois un assortiment propre à chaque thématique. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Pour le moment, je suis fermée malheureusement. Et voilà, on travaille pour la réouverture. Bonjour à tous, moi c'est Brice Pellegrini, je suis cofondateur de la société Linksys, donc basée à Genève. On est prestataire en recrutement, on a un positionnement aujourd'hui cabinet, on intervient sur des postes fixes, donc dans toute la Suisse, mais principalement aujourd'hui sur la Suisse romande. Et pour les secteurs d'activité, enfin sur des postes plutôt techniques. Donc pour les secteurs d'activité, à la base, production horlogère, sous-traitance horlogère et biotechnologie, pharma et chimie. Et on tend aujourd'hui à être un petit peu plus généraliste et à se développer un petit peu sur d'autres types de métiers, dû notamment à l'impact du Covid sur le présentiel, j'ai envie de dire, en entreprise. Voilà, et je suis associé à monsieur Mathieu Vincent. S'il nous regarde, je le salue. J'espère qu'il nous regarde. Merci de ce tour de table. Je crois qu'une des premières questions qui me vient à l'esprit, c'est de dire mais pourquoi en fait on veut devenir entrepreneur? Pourquoi est-ce qu'on devient entrepreneur? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un de vous est plus inspiré qu'un autre pour répondre à cette question?
Scott, vous avez les starting blocks. Non, mais chacun a son histoire et ses raisons, j'imagine. Moi-même, je travaillais dans la coopération internationale pendant une dizaine d'années. Donc, une volonté d'avoir un impact positif dans la société de manière large. Et voilà, j'ai eu quelques frustrations avec ce secteur qui aussi répond à des besoins de donateurs, enfin à sa propre politique. Et j'avais envie de faire quelque chose qui m'était plus proche, dans lequel je pouvais directement injecter mes valeurs. Et puis aussi, je suis un enfant de Genève. Les Genevois ont pour habitude un peu de se plaindre de leur ville. Moi, j'ai toujours toujours pensé qu'on pouvait participer à dessiner notre ville, et c'était aussi notre rôle en tant que personnes qui avons grandi ici. Donc, l'idée était de faire des projets qui me ressemblaient, qui ressemblaient aux personnes avec lesquelles on s'est alliés pour créer ces projets. Et voilà, avoir des choses sur lesquelles on a le contrôle et la possibilité de créer quelque chose d'original pour cette ville et de proposer des choses intéressantes. Donc ça, c'est la motivation principale. Après, il y a vraiment l'importance de faire les choses de façon éthique, de penser un peu à la communauté, d'avoir... voilà, Genève a aussi besoin de nouveaux souffles, de choses. À chaque fois qu'on va dans des grandes villes européennes, on voit tout le temps des beaux projets, des choses qu'on aimerait bien voir chez nous. Moi, je trouve intéressant qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses géniales. Mais je trouve intéressant aussi que cette petite Genève aussi se donne les moyens de faire des belles choses comme dans les autres villes européennes. Super. Laure ? Je vais rebondir sur ce que dit Scott. C'est vrai que peut-être que ça part aussi d'une forme de frustration de ne pas, pour ma part en tout cas, de ne pas trouver ma place au sein du milieu aussi de l'entreprise en elle-même. Je me suis quand même rendu compte que j'étais assez électron libre. Et de par ma formation aussi, j'ai donc été à la Haute École d'Art et Design en stylisme. J'avais vraiment l'impression j'avais vraiment envie de créer ce projet d'entreprise comme une forme de collection et de vraiment pouvoir toucher en fait à tout, c'est-à-dire aussi bien à l'achat, à l'assortiment que à la communication, qui était aussi peut-être une de mes principales qualités dans ce projet. Et donc, quand mon ancienne responsable est partie à la retraite et que cette opportunité s'est créée, pour moi, c'était vraiment une manière de pouvoir vraiment faire les choses comme je le sentais. Et puis, aussi cette volonté de retrouver de ce que je voyais aussi à l'étranger en termes de boutiques de musées, avec vraiment la promotion des créateurs locaux, d'essayer de montrer qu'est-ce qui se passe à Genève. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'avais envie d'aller avec ce projet. Super. Ouais, Okay. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous deux. Enfin, moi, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait jusqu'ici. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le recrutement en tant que consultant. Et après, j'ai complètement changé de secteur d'activité. J'ai été le premier employé de deux cofondateurs d'une start-up à Genève, qui était d'ailleurs également hébergée à la Fondetech. Et donc là, j'ai un peu, entre guillemets, pu exprimer mon potentiel. Ça veut dire que tout ce que je faisais au quotidien, c'était intégré dans les process. Je pouvais mettre en avant mes valeurs. J'ai adoré cette expérience. Elle a duré 3 ans et demi. Elle s'est très bien terminée. Mais après, j'avais un petit peu envie de revenir à mes premiers amours, qui étaient en fait le recrutement. Donc j'ai intégré un autre cabinet. Et là, j'ai eu la même sensation en fait que dans mon premier job. C'est que j'étais bridé par des process que j'essayais de dépasser, où au final ça fonctionnait, mais même quand on arrivait au bilan, on disait oui, effectivement ça fonctionne, on peut rester 10-15% du temps dessus, mais le reste, il faut retomber dans les process un petit peu classiques du recrutement. Et voilà, avec mon associé, on est d'anciens collègues, et on était complètement d'accord à ce niveau-là, et on s'est dit, mais à ce moment-là, pourquoi pas se lancer, Donc ouais, vraiment ce sentiment d'être bridé, et en fait d'avoir carte blanche, et d'allier vraiment les valeurs avec ce qu'attend le marché, d'où la création de la société.
Et du coup, vous êtes libéré maintenant de tous ces carcans. Vous pouvez vous Complètement. exprimer comme vous le Il y a d'autres désirez. problématiques qui sont arrivées, hein, auxquelles on n'avait pas pensé, mais ouais, vraiment, là, quand je me lève le matin, je sais que je vais m'éclater toute la journée. Donc, non, c'est assez génial. C'est assez génial. Super, merci. Et peut-être une question vu que vous avez quelque chose qui est très avant-gardiste, en tout cas pour Genève, quel est quel est le pourcentage en fait de l'idée dans une entreprise? Est-ce que il faut avoir l'idée du siècle ou est-ce qu'on peut quelle est son importance? Bon, alors l'idée, alors c'est plus dans l'exécution de l'idée. L'idée elle-même, les centres de flottaison, il en existe ailleurs. À côté des centres de flottaison, j'ai aussi ouvert un escape game il y a 5 ans avec d'autres amis qui s'appelle Trip Trap, et on va ouvrir une boulangerie au levain. Donc les idées en soi ne sont pas révolutionnaires. Après, c'est vraiment dans l'exécution, dans la façon dont on le fait. Si on prend l'exemple de la flottaison, à l'origine, on ne voulait pas être dans la tradition des spas, des choses on voulait vraiment proposer quelque chose de nouveau, de plus créatif. Ma première expérience de flottaison, c'était à Paris, où l'expérience s'est très bien passée. J'ai fait de la flottaison, mon esprit j'ai fait des rêves en couleur pendant cette session-là, c'était très chouette. Mais la visite en elle-même, j'avais l'impression d'aller chez le dentiste. C'était impersonnel, on arrivait dans un endroit sans âme, et ça a un impact aussi sur l'expérience, parce qu'on n'est pas dans des bonnes conditions pour se laisser flotter, disons. Donc là, à Genève, on a voulu travailler avec une artiste locale qui s'appelle Poppy Matigo pour créer un univers visuel qui est de nouveau très différent des spas. Ça fait beaucoup plus appel à la créativité. On a travaillé avec un bureau d'architecte aussi local, Daniel Zamarbid, avec le bureau, pour créer un lieu unique. Et on a sur place une boutique qui soutient plein d'artisans locaux qui font des produits ici. Donc c'est vraiment un véhicule pour en fait parler de plein de choses chouettes qui se font dans notre ville. Et je pense que c'est dans cette réalisation-là que la différence se fait, plus que dans l'idée mère, qui reste évidemment importante. Et l'ensemble de l'équipe doit être convaincu de cette idée, doit avoir envie de partager ça. Mais je pense que beaucoup se fait dans la réalisation. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on crée l'âme, en fait parce que vous étiez déjà dans ce milieu, vous avez créé quelque chose. Comment est-ce qu'on la matérialise, cette âme dans l'innovation? Pour ma part, c'est vrai que je suis arrivée dans une boutique qui était vraiment assez impersonnelle, parce que elle doit être destinée à n'importe quel exploitant. Donc là, mon premier travail, ça a été vraiment d'essayer de retravailler l'ambiance générale au sein de cet espace. Donc là, en février, je vais avoir une alumni aussi de la aide, Manon, qui va travailler la scénographie du magasin de manière à avoir des vitrines beaucoup plus personnelles. J'ai aussi travaillé avec Benoît Dumont et Ismaël Abdallah, qui sont aussi 2 alumni de la aide, pour retravailler le graphisme, la communication. Donc pour moi, ça a une vraie forme de direction artistique qui s'est créée avec une équipe. Je pense que c'est aussi important de justement savoir s'entourer. Et puis après, de choisir un assortiment aussi assez personnel. Il y a, en soi, une boutique de musée, enfin la boutique en elle-même n'a rien de spécialement innovant, mais là aussi où j'essaye d'apporter un nouveau souffle et une âme, c'est en travaillant les objets dérivés. Et là, je commence à démarrer des collaborations aussi avec des créateurs locaux, à Calbinome, qui sont aussi des alumni de la aide. Aussi un jeune designer local qui fait des tote bags spécialement pour le musée. Et je pense que c'est vraiment tous ces nouveaux éléments qui vont amener une nouvelle âme à ce magasin. Super. Brice, dans votre grande expérience de recrutement, de recruteurs, je sais bien que vous ne recrutez pas forcément des entrepreneurs, mais qu'est-ce que vous recommanderiez à un étudiant comme d'apprendre en fait avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat,
Je pense que ce qui est important déjà, c'est de faire une première expérience. Et, bon, il y a une grosse différence entre les petites et les grandes entreprises. Je pense que moi, je viens du monde de la petite entreprise. Et aujourd'hui, mon associé, lui, il vient du monde de la grande entreprise. C'est là que ça marche très bien dans la collaboration. Lui, il amène beaucoup les process, la hauteur de vue, toutes ces choses-là. Et moi, je mets un peu plus, passez-moi l'expression, un petit peu les mains dedans, si je peux dire. Mais pour moi, faut avoir vu un petit peu, faut avoir vu effectivement de la grosse société, parce que va falloir vendre votre prestation ou votre produit à la grande société. Donc, faut en connaître les codes. Mais c'est bien aussi d'avoir dans son réseau, moi c'est la Fondetech qui m'a permis ça, de rencontrer des entrepreneurs tout le temps et de voir un petit peu ce que c'est l'entrepreneuriat de tous les jours, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Donc je dirais ce serait de varier un petit peu ses expériences pendant les premières années professionnelles, pour un petit peu être prête à tout et à gérer un peu tous les types de situations par la suite. Je pense que c'est important. Très bien, merci. Et vous, Laure, quelle expérience antérieure vous a le plus servi dans cette nouvelle vie d'entrepreneur? Bonne question. J'ai eu une période juste après donc ma formation à la aide, où j'ai travaillé avec un ami. On faisait aussi beaucoup de photos et de refonte en fait de l'identité visuelle de jeunes entrepreneurs. Ça m'a beaucoup servi parce que j'ai vraiment pu être au contact justement d'ailleurs par exemple de Adrien Chardet qui a la salle de sport Force Fit, qui me semble est d'ailleurs aussi soutenu par la Fondetech, et de voir les différentes étapes pour lui entre son ouverture et puis les moments aussi où on essaye de redémarrer après son projet, de retravailler ses réseaux sociaux. Ça a été vraiment très intéressant de voir toutes ces parties-là. Et puis aussi l'autonomie de travail qu'on avait. On était dans un atelier, on avait la possibilité de pouvoir vraiment utiliser nos expériences et notre formation pour trouver des clients, créer une nouvelle synergie de travail. C'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Et j'ai vraiment eu ce vent de liberté à ce moment-là, qui m'a quand même dit qu'à un moment, ça serait peut-être bien que moi-même, je me lance dans cette aventure, mais je n'avais pas vraiment d'occasion précise qui se profilait. Et c'est vraiment au moment où finalement ce commerce s'est fermé que j'ai vraiment senti que c'était le moment, parce que aussi c'était vraiment pas un projet très risqué en soi. Je connaissais le lieu, je savais comment ça fonctionnait, je connaissais l'institution. Donc je rebondis aussi sur ce que disait Brice par rapport à commencer par peut-être une petite entreprise, et là je me sens vraiment quand même dans un cocon très en sécurité, d'autant plus avec la Fondetech qui me soutient. Super, merci. Scott, serial entrepreneur, vous avez une grande expérience. On entre dans une nouvelle aventure comme celle que vous êtes en train de lancer maintenant, en ayant vécu beaucoup avant, certaines qui ont certainement très bien marché, d'autres peut-être un peu moins. Quel background, maintenant avec l'expérience, qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qui est le plus important? Alors, je pense qu'un facteur très important, c'est l'équipe qu'on constitue autour de nous. Le premier projet qu'on a lancé, on était 7, ce qui est beaucoup, mais ça a vraiment compté. Et il y avait vraiment une diversité de personnes, des personnes qui travaillaient dans la banque, des personnes qui travaillaient dans l'événementiel, des façons de voir les choses très différentes, parce que quand on devient entrepreneur, on doit tout faire, mais vraiment tout faire. De la communication, business plan, à faire le ménage, arroser les plantes, faire du management, beaucoup de tâches, des très longues journées, et ça aide d'être entouré par des personnes qui ont des perspectives différentes, avec lesquelles on peut échanger. Il y a aussi beaucoup de forums à Genève. C'est parti de l'Impact Hub, qui est un espace de coworking, mais il y en a d'autres, il y a Voisin, il y en a beaucoup d'autres.
à Genève où voilà, on rencontre d'autres personnes avec lesquelles on peut échanger. La Fondetech aussi, dans son soutien, a donné, mise à disposition des connaissances, mais aussi des outils pour travailler un business plan, pour monter quelque chose de solide. Ça, c'est une étape importante pour bien dimensionner son projet et pas faire d'erreurs. Donc, mais on apprend, mais je crois que c'est vraiment aussi un état d'esprit d'être dans un apprentissage permanent, de ne pas faire de refus devant l'obstacle, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui vont se présenter. On va toujours être surpris par quelque chose. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit d'apprentissage, aussi de ne pas renoncer, parce que, enfin, oui, tous les projets, pour donner l'exemple d'Origine, on s'est lancé il y a 3 ans, on ouvre seulement lundi prochain. On a signé un bail il y a 2 ans, on ouvre lundi prochain. Donc il y a eu beaucoup d'obstacles qui se sont posés à nous. Et aussi l'équipe permet d'avoir une meilleure résilience aussi par rapport à ces choses-là. Et comment est-ce qu'on s'entoure parce que l'entrepreneuriat, si je me permettez l'expression, c'est un petit peu comme un mariage. Donc il faut bien choisir ses partenaires. Quelle est la clé du succès là? Alors, le premier projet, c'était des amis. Donc ça, qui avaient tous un parcours très différent, mais voilà, au moins on connaissait toutes les personnes à bord et ça se passe très bien encore jusqu'à aujourd'hui. Le projet Origine, c'est des personnes, soit on se connaissait, on a été mis en relation, etc., mais on a surtout fait nos connaissances autour de ce projet. Et ça fonctionne aussi très bien, je crois, par le fait aussi qu'on apporte tous des compétences différentes au projet. Tout le monde est utile tout le monde apporte une nouvelle perspective. Mais je crois surtout ça se situe au niveau des valeurs. Et puis comme je disais tout à l'heure, le fait de croire au projet, le fait de ne pas se laisser abattre, ça c'est un élément qui est très important. Dans le dernier projet sur lequel je travaille, qui est de la boulangerie, on a changé plusieurs fois d'équipe parce qu'il n'y avait pas nécessairement ce partage d'une même vision, d'une vision commune, de travailler avec les mêmes valeurs, de vouloir transmettre les mêmes choses à travers le projet. Donc ça, je crois que alors, voilà, on essaye, on ne connaît pas forcément les gens, on se lance dans ces aventures-là avec eux, on les découvre aussi à travers ces projets. Je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi, enfin, il faut s'accrocher, il faut persévérer, mais pas hésiter peut-être à remodeler l'équipe s'il le faut, avoir des discussions qui sont franches, parce que c'est vrai, c'est comme un mariage. Je le vois avec la plus ancienne entreprise qui est là depuis 5 ans. C'est des personnes à qui je parle plus que mes très bons amis, presque plus que ma compagne. Donc c'est vraiment très important de faire des bons choix sur ce niveau-là. J'ai peut-être une question plutôt peut-être Laure, parce que vous êtes l'entrepreneuse, pas solitaire, mais enfin vous êtes l'entrepreneuse. Il n'y a pas une équipe. Mais à qui parle-t-on? Alors, effectivement, donc moi je suis vraiment seule dans ce projet. J'ai aussi beaucoup. La différence, c'est qu'en travaillant quand même dans un musée, j'ai aussi beaucoup le soutien du musée et de l'administration du musée. Donc, j'ai des collègues qui sont des collègues indirectement. On n'a pas le même employeur, mais c'est vrai qu'entre le personnel d'accueil du musée qui me soutient à fond et aussi la direction, j'ai vraiment aussi des alliés autour de moi pour m'aider à monter ce projet. Depuis que j'ai ouvert, j'ai beaucoup de personnel qui vient aussi me voir, qui me donne, des fois je leur demande leur avis, ils me donnent aussi leur avis sur les produits ou ce qu'ils aimeraient voir. Donc ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir partager avec eux. Et puis, aussi d'un point de vue personnel, je me suis quand même beaucoup appuyée sur ma famille aussi, notamment pour gérer le quotidien. C'est vrai que, comme le disait Scott, on fait tout de A à Z et on compte pas les heures. Donc le musée étant ouvert du mardi au dimanche, le temps, je passe plus de temps au travail que par exemple à voir ma fille. Donc je suis vraiment beaucoup soutenue par ma famille de ce côté-là. Et puis après au niveau des idées, c'est vrai que j'ai aussi mon entourage toujours qui revient à la Haute École d'Art et Design, dont les graphistes avec qui je travaille, qui me donnent aussi beaucoup leur avis sur la manière dont je peux peut-être arranger les choses. Et puis au fil des rencontres, comme peut-être aujourd'hui, je vais peut-être aussi avoir des avis. Donc c'est important. Je pense que
la discussion, de pouvoir aussi discuter de son projet au quotidien, pour moi, c'est assez important. Et d'ailleurs, même avec parfois même mes clients, en fait, quand j'y pense, en fait, Scott me disait qu'il était venu et on avait effectivement discuté de projets donc c'est intéressant. Tout à fait. Peut-être juste une parenthèse donc, au public, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire à travers le chat. Donc n'hésitez pas, je crois qu'on serait tous ravis de pouvoir répondre à vos questions. Pour continuer sur ce sujet, et peut-être qu'en commençant avec vous, Brice, est-ce que vous avez des mentors? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous vous référez, qui vous donnent des conseils de manière plus ou moins régulière? Non, mais enfin moi pour expliquer un peu mon expérience, au tout début quand l'idée elle a mûri un peu dans un coin de ma tête, moi j'avais beaucoup de mal à en parler au départ. J'avais l'impression que j'avais trouvé une solution, c'était le plus grand des secrets. Je voyais de la malveillance partout, qu'on allait me prendre un petit peu mes idées. Et en fait, bah, je me rends compte que je me suis complètement trompé. C'est en parlant, c'est en parlant d'expérience. Là, je vous rejoins sur quasiment tous les propos que vous annoncez. Et plus en fait on en parle, plus les gens y s'ouvrent, ils expliquent eux aussi leurs problématiques. Moi aujourd'hui dans mon activité, je révolutionne rien, c'est juste que je la vois d'une manière différente. Et donc j'ai pas de mentor là, je pense pas à quelqu'un en particulier. Après voilà, je me nourris un peu des états d'esprit de toutes les personnes que je peux rencontrer. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à parler de son projet, à parler de ses frustrations, ce qui nous motive. Et en fait, c'est ça qui nous permet d'avancer. Être entrepreneur aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est détenir une recette magique ou un secret et en parler à personne parce que si vous restez tête dans le guidon, je pense que ça fonctionne pas. Et notamment là sur la partie Covid, nous on a commencé 10 jours après l'impact du Covid, il est tombé directement. Notre business model, il est tombé à l'eau. Il a fallu le refaire à 200%. Au début, on avait du mal à en parler, on ne savait pas trop. Et puis, bah, petit à petit, en allant se livrer, comme tu disais, auprès de proches, d'amis et finalement d'autres entrepreneurs ou de clients, parce que les clients avaient des fois un petit peu plus de temps pour nourrir des discussions qui allaient un petit peu plus loin, bah, c'est là qu'on a trouvé, les solutions. Donc, le mentor, en fait, c'est l'environnement et je pense qu'il faut en profiter. Il faut en profiter. Scott, vous avez des mentors? Pas particulièrement. Alors, tous les projets, on s'est lancé en équipe et on a vraiment beaucoup travaillé en équipe et chacun a des domaines d'expertise spécifiques. Donc, on se faisait confiance aux compétences de chacun. Chacun va un peu apporter sa pierre à l'édifice d'une façon différente. Mais donc, pas vraiment de mentor qui devait provenir d'ailleurs. Mais voilà, plein de micro-mentors, disons, dans ces innombrables discussions, dans des lieux, puis vraiment les espaces de coworking aussi, ça je crois que c'est vraiment très chouette parce qu'il y a des gens qui se confrontent aussi à beaucoup des mêmes problèmes que l'on rencontre. Donc voilà, on a des conseils, on s'inspire beaucoup effectivement des autres, mais il n'y a pas de mentor spécifique qui me viennent en tête en tout cas. Est-ce que vous mentorez des nouveaux entrepreneurs dans votre entourage? Est-ce qu'on vous sollicite de temps en temps pour dire comment est-ce que tu ferais? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait utile? Je pense que c'est quelque chose que je fais avec plaisir d'échanger sur ces thématiques-là. J'ai pas participé à des programmes spécifiques. J'étais aux États-Unis ces 2 dernières années, donc j'étais un peu loin de la scène genevoise. Mais c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Mais c'est plutôt de façon informelle. Mais je sais qu'il y a plein de forums qui le font de façon relativement efficace et ça peut être effectivement une idée d'aller partager des choses dans ce cadre-là. Vous avez entendu, si vous cherchez un mentor, on a un entrepreneur en série qui se fera un plaisir de vous accompagner ou en tout cas de vous donner des réflexions parce que moi je pense effectivement que c'est extrêmement important de pouvoir sortir de son univers local. Moi j'ai aussi été un entrepreneur et c'est vrai qu'on ne peut pas parler avec les gens qui nous entourent vraiment. Enfin, je veux dire, les éventuels collaborateurs, c'est difficile de parler. Si on a un conseil d'administration, c'est très difficile de parler aussi.
à la maison, au bout de 3 semaines, ça commence aussi à devenir un peu compliqué. Donc en fait, on se retrouve souvent en fait très très seul. Et donc je pense que c'est bien d'aller chercher des gens. Et puis de plus en plus, enfin, je pose la question à vous, mais j'aurais pu poser la question à vous aussi, Laure, ou à vous, Brice. Je pense que l'entrepreneur a envie de donner, a envie de partager. Et donc il ne faut pas hésiter à solliciter les entrepreneurs autour de vous pour avoir des idées, pour vous débloquer de situations, et puis d'y aller effectivement, comme vous le disiez, très, très franco, quoi. Je pense que c'est super, super important. Et comment est-ce qu'on fait évoluer, enfin, j'ai une question pour finir sur cette partie de l'équipe. Comment est-ce qu'on fait évoluer l'équipe? Est-ce que vous avez des projets de grandir? Comment est-ce que ça se présente? Est-ce qu'on fait tout seul jusqu'au moment où on se rend compte qu'on ne peut plus, et puis à ce moment-là on engage quelqu'un, ou est-ce qu'on planifie, ou comment ça se fait? Je ne sais pas, Laure, vous avez déjà prévu de... Oui, alors moi j'avais déjà prévu effectivement d'avoir au moins une employée pour m'aider dans mon commerce. Et j'ai pas attendu le burn-out avant de démarrer ça. Donc on a commencé progressivement au mois d'octobre à faire des samedis, des dimanches ensemble, des petites journées pour voir déjà de si ça lui plaisait. Et puis on s'est très vite très bien entendu, et c'est vrai que ça m'a tout de suite soulagée vraiment. Je me suis sentie beaucoup plus épaulée, moi qui démarre vraiment seule, je me suis sentie épaulée. Et le projet est évidemment de pouvoir intégrer 1 à 2 employés au fil de ces prochains mois, de manière à pouvoir aussi m'octroyer un temps pour me recentrer aussi sur mon business plan et vraiment au cœur de mon projet. Très souvent, le problème, c'est que quand on s'entoure pas assez, on se retrouve vite dans une routine d'entreprise où on oublie vraiment l'essence même de pourquoi est-ce qu'on a créé cette entreprise. Et en programmant au fur et à mesure l'entrée d'1 ou 2 employés au sein de ce commerce, ça va vraiment me permettre de souffler et de redémarrer les projets qui me tiennent à cœur. Super, merci. On a une question là de Aline qui demande comment gérez-vous la transition de votre revenu d'employé à entrepreneur? Comment ça s'est passé, cette partie financière? Est-ce que ça inspire quelqu'un? Nous, alors, dans notre cas, on a essayé de bien dimensionner le projet dès le début. On sait que ça ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. Il y a des personnes qui ont peut-être les moyens de faire 3-4 mois sans revenu. Ce n'était pas notre cas. Donc vraiment penser en amont quand on pense le plan financier, et quand on discute avec la Fondetech aussi pour les aides, et puis pour comment dimensionner ce projet, prendre ça en considération, prendre en considération que ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des objectifs pour tourner, pour être break-even, pour que on ne perde pas de sous durant le mois. Mais il faut prévoir que ça va prendre 2-3 mois pour arriver à ces objectifs-là. Donc je pense que c'est important, et dans ça, prendre aussi en considération qu'il y a un salaire à payer aux personnes qui sont en train de travailler pour ça. Donc nous, mais je suis conscient que c'est un confort, mais je pense que c'est un confort qui est important, parce il y a vraiment beaucoup de soucis quand on démarre une entreprise. Si en plus de ça, on doit se poser la question de comment on va payer le loyer à la fin du mois, ou comment s'acheter le prochain paquet de pâtes, ça devient vraiment compliqué. Donc vraiment bien penser son projet en amont, bien le dimensionner. Il y a des organismes qui sont là aussi pour prêter de l'argent. La Fondetech a soutenu le projet d'origine et a permis d'avoir ce confort de se lancer sereinement dans le projet et de se focaliser sur les choses qui sont importantes. Je pense qu'on a toujours une tendance à sous-évaluer son revenu quand on prépare notre plan financier, en essayant de se dire qu'il faut absolument qu'on dégage suffisamment de bénéfices pour réinjecter dans notre projet. Et puis, moi, en démarrant, j'ai eu la chance en fait, d'avoir tout de suite eu les visiteurs du musée et les habitués qui sont revenus. Parce que je suis vraiment dans l'entrée du musée. Donc, c'est vrai que ça a été tout de suite assez satisfaisant d'un point de vue du chiffre d'affaires. J'ai essayé de me rémunérer à la hauteur de aussi tous les efforts que j'ai faits jusqu'à présent.
C'est pas seulement ma présence en magasin, c'est aussi tout le travail en amont et ce projet. Donc moi, j'ai mis à peu près 1 an à monter ce projet. Donc c'est vrai qu'il y a un moment aussi, c'est important de se mettre aussi une petite carotte au bout en se disant ok, maintenant on peut quand même souffler un petit peu à un moment, respirer, et puis peut-être que le mois prochain ça sera un petit peu moins ou un petit peu plus, ça dépend. Moi j'ai une activité qui est assez saisonnière, qui dépend vraiment de en hiver il y a quand même beaucoup plus de monde au sein des musées. Et donc j'essaye vraiment toujours de prévoir pour le moment comment est-ce que je peux me rémunérer de manière satisfaisante, et ça fluctue quand même pas mal. Voilà. Bon, Surtout en cette période. Mais voilà. Bien sûr. Bien sûr. Oui, commentaire. Moi, je rejoins beaucoup ce que tu as dit, Scott. Hein, c'est une manière, c'est de l'anticipation. Nous, on a vraiment anticipé au maximum. Et puis, c'est surtout pas vouloir, au niveau de la rémunération, grandir trop vite. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Mais j'ai envie de dire, comme vous gérez votre argent aussi personnellement. Donc voilà, nous on en reste, on s'est projeté sur les 2-3 premières années, et on espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment rencontré de problématiques pour l'instant à ce niveau-là, mais parce qu'on n'a pas été non plus trop ambitieux, et on n'avait pas plus d'attentes que ça de projet. On savait qu'on allait baisser nos rémunérations par rapport à nos rémunérations d'employés. On le savait. Je pense qu'il faut aussi informer. Voilà, moi j'ai informé ma compagne, j'ai un enfant également. Je pense que voilà, faut jouer en toute transparence avec tout le monde, et on sait peut-être que voilà, les premières années, il y a des luxes entre guillemets qu'on va pas pouvoir s'offrir, mais si les charges elles sont payées, et que voilà, les charges personnelles elles sont également payées, je pense qu'on peut continuer l'aventure sereinement. Super. Je sais que tous trois, vous avez utilisé la Fondetech pour votre financement, donc c'est pas une question, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pourquoi vous avez privilégié ce type de financement plutôt qu'un autre. Vous auriez pu, dans votre cas, certainement avoir accès à des fonds d'investisseurs, ou est-ce que... Alors, une jeune entreprise, malheureusement, les banques n'ouvrent pas tellement leurs portes pour des jeunes entreprises, donc c'était la possibilité d'avoir un prêt. Il y a la Fondetech, il y a la FAE, il y a différents organismes qui permettent de faire des emprunts qui ne sont pas offerts autrement. Nous, la raison aussi de ne pas passer par d'autres investisseurs, c'est pour maintenir le contrôle du projet. Quand on va avec d'autres investisseurs, les investisseurs mettent de l'argent, effectivement, en contrepartie d'un pourcentage de la société. Voilà, nous, on a commencé ce projet à 4. On avait vraiment envie que ça reste notre projet, et il nous manquait de l'argent pour arriver au bout. Donc, on est venu voir la Fondetech. Ensuite, la Fondetech, elle a aussi cet avantage d'être un incubateur à Genève, de pouvoir mettre en relation avec d'autres personnes, d'être une chambre d'écho. Donc, c'est aussi ce côté-là qui était très satisfaisant, donner des conseils. On doit présenter un dossier, ce qui nous a permis de nous structurer et de faire tout ce travail-là en amont, le présenter à une commission, répondre à des questions. Donc il y avait tout ce processus-là aussi qui était très gratifiant et qui permettait de structurer les choses. Mais vraiment, c'était la volonté de maintenir le contrôle du projet, et voilà, on savait qu'on avait l'équipe qu'il fallait pour aller loin, et qu'elle durera longtemps, et qu'on ne voulait pas nécessairement rajouter d'autres personnes dans l'équation à ce stade-là, pour des raisons purement pécuniaires. Merci. Laure, on sait que d'emprunter de l'argent, il y a un risque qui est attaché à ça, il y a un risque même personnel dans le cadre de la Fondetech. Comment est-ce qu'on gère ce risque? Comment est-ce qu'on l'appréhende d'abord, et puis comment est-ce qu'on le gère? Alors, c'est effectivement, ça a été une grosse frayeur au début. Quand j'ai commencé à monter le plan financier et que j'ai vu de combien j'avais besoin, le chiffre me paraissait astronomique pour une petite employée que j'étais, avec un enfant à charge seule. Je me suis dit que c'était vraiment extrêmement risqué. Et puis, en fait, en montant vraiment ce projet, je me suis rendu compte que la somme était clairement
pas si folle que ça pour démarrer une entreprise et que j'avais aussi, je crois que c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à la Fondatech, c'est parce que cette dimension beaucoup plus humaine, d'avoir d'ailleurs j'ai une super gestionnaire qui m'a vraiment soutenue tout au long de ce projet, Madame Stéphanie Alfon, et elle m'a beaucoup rassurée. Je pense que vraiment, j'ai eu un des gros moments de frayeur au début. En plus, je suis en raison individuelle, donc ça impliquait forcément aussi mes finances personnelles. Et puis, je pense que dès que le magasin a ouvert, toutes ces inquiétudes se sont vraiment dissipées. Dès qu'on commence à réaliser un peu nos chiffres, qu'on commence à avoir nos encaissements qui arrivent, les choses se remettent un peu dans l'ordre et puis on se rend compte que c'est pas si insurmontable que ça. Mais évidemment, ça demande vraiment de vraiment très bien préparer son plan financier. Et là, j'ai demandé aussi à beaucoup de personnes autour de moi de m'aider vraiment à comprendre la comptabilité d'entreprise, qu'est-ce qu'on doit faire, ne pas faire, éviter toutes les erreurs. Et j'ai beaucoup discuté. On en revient toujours à la même chose. Je pense que sans vraiment un cercle autour de soi de personnes qui peuvent vraiment nous aider dans ce processus, on a vite fait de perdre pied. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'ajouter? Oui, moi, c'est vrai que moi, la Fondetech, elle m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai une formation au départ. Moi, j'ai rencontré les contraintes juridiques, toutes ces choses-là. En plus, je suis français au départ, donc il y a plein de choses qui fonctionnent pas pareil, auxquelles on n'est pas confronté quand on est employé. Et ouais, c'est vraiment ce côté humain, complètement transparent. Et moi, ma gestionnaire, c'était Madame Sarré, Émilie. C'est oui, c'est non. Quand je lui ai présenté le business plan, on l'a revu, on a modifié des choses. Bon, après, j'étais convaincu de ce que je faisais. Ça s'appuyait sur des chiffres. Mais on sent vraiment qu'on est épaulé dans toutes les situations. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, nous, avec Mathieu, aujourd'hui, pour se lancer. Il y a une grosse part qui vient aussi de la Fondetech, de l'accompagnement, clairement. Plus qu'une banque ou un business angel ou quelqu'un qui veut absolument du résultat derrière. Et qui voit un intérêt, là il y a vraiment une valeur humaine et nous ça nous a beaucoup aidé et en plus c'est des valeurs qu'on partage aussi nous de notre côté parce que le but de la fondation c'est aussi de créer de l'emploi à Genève. Nous on s'est aussi lancé parce qu'il y a eu des problèmes, enfin il y a des choses qu'on n'aimait pas trop dans d'anciennes expériences, donc c'était un petit peu je pense un but commun et c'est pour ça que ça a joué clairement. Super, merci. J'ai une question de Michaela qui dit « Bonjour, merci de cette discussion très intéressante. Laure, pourquoi avez-vous choisi de monter une boutique dans le muséum plutôt qu'une boutique classique ?» Alors, à la base, je vous avoue que j'avais pas vraiment envie de monter une boutique déjà. C'était pas déjà mon projet professionnel. J'étais vraiment dans la création et plus vouée à partir dans cette idée. Dans un premier temps, déjà j'ai travaillé au sein de ce commerce quand j'étais étudiante. Et c'est ce qui m'a permis aussi de financer mes études à Genève. Donc, l'occasion, et c'était vraiment que je connaissais vraiment extrêmement bien l'institution, que j'avais vraiment beaucoup de plaisir à travailler dans ce musée, qui est extrêmement familial, avec la dimension culturelle évidemment qui m'intéressait, que je n'aurais pas retrouvé dans une boutique classique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être au sein des musées et plutôt d'avoir une boutique de musée, en fait. C'était vraiment ça qui me plaisait. C'était ce concept-là. Et pour ça, j'ai été formée j'ai travaillé pendant 6 ans avant, donc pendant mes études et un tout petit peu après. Et il n'y a plus de boutique de musée, malheureusement, à Genève, très très peu. Je vais pas dire plus, mais très peu. Et je sentais que j'avais suffisamment d'expérience pour le faire. Mais je ne pense pas que j'aurais pu entreprendre en dehors du musée. Très bien. Messieurs, je suis désolé, mais je vais me concentrer un tout petit peu sur l'ordre pour parler un petit peu d'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que c'est plus dur d'être une femme qui entreprend qu'un homme ?
pour ma part, en termes de crédibilité face aux autres, j'ai vraiment pas senti de différence. Je me suis pas retrouvée à me sentir traitée d'une autre manière. Non, j'ai vraiment pas eu ça. Par contre, effectivement, dans la vie personnelle, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, notamment en étant maman. C'est vrai que les choix sont plus difficiles à faire. On est un peu partout. Voilà. Et qu'est-ce que vous recommanderiez à d'autres entrepreneuses qui veulent se lancer? Je pense juste d'être suffisamment courageuse pour essayer, prendre des risques, en fait. Il n'y a que la prise de risque, pour moi, qui peut fonctionner. C'est qu'il y a un moment, il faut vraiment savoir lâcher prise sur nos idées préconçues et se dire, OK, on y va. Et puis, concernant le fait d'entreprendre en tant que femme, de ne pas se laisser faire. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu peut-être des moments dans ma vie professionnelle où je me suis retrouvée remise à ma condition de femme et je ne me suis pas laissée faire. Et j'ai toujours montré avec respect et intelligence qu'on était que j'étais totalement à ma place. Donc, mais vraiment pour tout vous dire, au sein du musée, je n'ai ressenti aucune différence de ce point de vue-là. Voilà. Top. Mais ça existe, je le sais. Mais, Bien sûr. voilà. Non, on voit malheureusement pas assez d'entrepreneuriat au féminin et donc c'est clair que, enfin, je crois que vous exprimez bien les problématiques qui sont les vôtres et donc voilà, je pense aussi que et c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir échanger avec vous parce que il faut montrer aussi que c'est possible et montrer que voilà qu'il y a des gens qui y arrivent et que ce soit des hommes ou des femmes, mais c'est possible de le faire et puis l'autre chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat, enfin pour être un entrepreneur, je pense qu'il faut penser différemment des autres et c'est cette différence en fait qui fait notre force. Donc c'est pour ça que j'aimerais aussi qu'on voit plus d'entrepreneuses dans les rangs de nos entreprises genevoises parce que c'est avec cette différence qu'on va créer de nouveaux modèles, qu'on va arriver à faire face à tous les défis qu'on a à l'heure actuelle. En tout cas, je vous remercie. Merci. Qu'est-ce qui paraissait simple et qui s'est avéré plus compliqué que prévu? À peu près tout. Alors, non, vraiment. Je crois que déjà on sous-estime, mais c'est une bonne chose. Avant de se lancer, on sous-estime ce que ça représente. Et je crois que c'est une bonne chose. Sinon, si on savait tout ce que ça coûte, je sais pas, on le ferait peut-être pas, mais donc non, il y a, je veux dire là, on sort de phases de travaux qui sont des choses, on imagine, on suit un planning et ça devrait fonctionner. Même là, il y a eu énormément de soucis. Mais je crois vraiment c'est les heures. Il faut vraiment faire un projet pour lequel on est passionné parce qu'on va y passer beaucoup d'heures. La première aventure, c'était un jeu d'évasion qui était ouvert 7 jours sur 7, de 9h du matin à minuit. Et puis ça, c'est les heures d'ouverture. Puis après, il faut faire tout ce qui va à côté. Donc ça a demandé beaucoup de sacrifices de temps, mais de nouveau, quand c'est notre projet, quand on se reconnaît dans le projet, on peut y injecter nos valeurs, on le fait avec plaisir. Mais il faut être conscient que c'est un choix qui va demander du temps, de l'énergie, et puis que tout va être plus difficile que prévu, mais pour moi, la difficulté, c'est aussi l'opportunité d'apprendre. Donc, faut toujours rester curieux. À partir du moment où on voit chaque challenge comme une opportunité de se réinventer, de repenser le projet, de se repenser soi-même, etc. Je crois que on approche cette adversité avec un état d'esprit qui permet de continuer d'aller de l'avant. Super, merci. Quelles ressources utilisez-vous pour rester motivé sur la durée? Brice, par exemple?
Enfin, je dirais le résultat, c'est que ça fonctionne. Enfin, là, c'est la première fois, moi, personnellement, dans ma vie où toutes mes décisions, le résultat, il relève que de mes décisions et que de toutes mes problématiques. Donc, c'est de voir que ça fonctionne, que ça correspond aux clients, que ça correspond également, nous, aux candidats. Donc, c'est l'aboutissement. C'est le fait que ça fonctionne bien, que les gens nous rappellent, qu'il y ait une bonne communication, que des gens nous contactent sur recommandation d'une autre personne et que la société soit viable. Même si on est encore, on est encore très jeune, mais voilà, on a une première personne qui a rejoint l'équipe. Et puis aussi de montrer que les valeurs qu'on transmet, elles correspondent à certaines personnes qui croient à ce projet et qui ont envie de le développer, en fait, simplement. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est possible. Mais je pense que c'est les rencontres, c'est les expériences au cours d'une vie qui vont façonner tout ça. Moi, j'aurais pas fait certaines rencontres, j'aurais pas été dans certaines situations, je me serais jamais lancé. Donc voilà. Mais après, je pense que dans le fond, tout le monde peut être entrepreneur s'il sait bien s'entourer et qu'il est bien entouré et de personnes bienveillantes et de bonnes rencontres également. Alors, vous partagez ce constat? Pas vraiment, non, je pense pas. Excuse-moi, mais non, effectivement, tout le monde peut être entrepreneur dans le sens où on peut tous rencontrer l'opportunité de pouvoir entreprendre à un moment. J'étais vraiment pas vouée au début, à mon avis, à partir dans cette expérience-là. Par contre, je pense que une des caractéristiques vraiment de pouvoir entreprendre, c'est la prise de risque. Et parfois, c'est vrai, j'ai des amis autour de moi qui sont plus du côté du salarié et qui se dépassent dans leur travail, mais qui ont quand même ce cadre. Quand on est entrepreneur, on n'a plus ce cadre. Et c'est là où c'est vraiment très difficile, à mon avis, quand on a toujours été habitué à avoir son salaire à la fin du mois, ne pas avoir à gérer la comptabilité de son entreprise, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle étape. Et je pense aussi qu'il faut des entrepreneurs et des salariés, parce que sinon, c'est un peu même le cœur de toi. C'est ça. Donc, non, je pense que c'est vraiment un dépassement de soi. Et ça ne veut pas dire que c'est qu'on est les élus parce qu'on est entrepreneur, pas du tout. Mais j'ai toujours eu cette capacité à vraiment travailler, à être dans une forme d'hyperactivité, à ne pas compter mes heures, et au détriment parfois même de ma santé. Mais c'est vrai que certaines personnes n'ont pas envie de faire ce sacrifice, et ce que je comprends totalement. Tout à fait. J'ai encore deux questions qui viennent du public. Raphaël demande alors, que se passe-t-il dans la tête d'un entrepreneur au réveil et au coucher? Est-ce que ça inspire quelqu'un? Ma fille pleure. Et... ouais, alors au réveil, mon fils pleure, c'est ça effectivement le premier son. Ouais, c'est pour faire le lien avec la question tout à l'heure, c'est une question de choix, c'est le choix d'opter pour un choix de vie où l'entreprise ne s'arrête pas à 17h30, à 18h. Donc, effectivement, ça continue sur la soirée, que ce soit les soucis, mais aussi les idées, des choses beaucoup plus positives, de nouvelles idées, de nouvelles directions, de choses qu'on pourrait faire différemment, etc. Et ça continue le soir, ça débute le matin. Donc, c'est un peu des choses qui sont tout le temps là, mais moi, je trouve que c'est des choses positive. C'est pour ça que aussi je disais, c'est de faire des choses qui sont différentes, d'injecter de sa personne, de ses valeurs, etc., d'être passionné, d'être vraiment avoir un beau lien avec le projet et puis de créer des projets qui donnent la possibilité de faire des choses différemment. Ça permet de continuellement les renouveler, les réinventer et prendre des nouvelles directions. Donc c'est ça, oui, ça ne s'arrête pas. Parfait.
Et Marc demande, peut-on se lancer dans l'entrepreneuriat même sans avoir un réseau au préalable, selon vous? Oui, Elle est difficile cette question. C'est possible, mais ça demande juste Ouais. beaucoup plus d'efforts, à mon avis, de devoir vraiment aller vers les autres. Il faut vraiment... moi, j'ai quand même eu quelques personnes, j'avais pas un réseau énorme, et il s'est vraiment développé au travers de ce projet. Donc l'effet boule de neige a vraiment démarré au moment où j'ai démarré le projet. C'est là où vraiment la synergie de mon projet a amené d'autres personnes et a créé d'autres interactions professionnelles que j'avais pas du tout avant. Je n'avais jamais rencontré d'autres entrepreneurs dans le recrutement ou dans. Mais quand on n'a vraiment pas de réseau, il faut absolument aller vers les autres. Mais je pense que c'est quand même possible. Non, c'est possible, mais je pense que c'est quand même bien plus difficile. Mais à Genève, on est quand même bien lotis, dans le C'est- sens où il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se font. Ouais, il y a quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'être actif. J'ai travaillé pendant un petit moment pour un label B Corp de société responsable pour l'environnement social. Il y a aussi toutes des communautés qui se créent autour de ce genre de thématiques où les gens s'entraident, etc. On peut rencontrer des gens. Donc le réseau, on peut facilement, alors un peu moins en ces périodes de Covid, mais Genève, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font et il faut juste se renseigner et je crois qu'on peut facilement créer un réseau qui nous accompagne dans nos velléités. magnifique. Un conseil, un seul pour finir. Par personne. Hein, je ne sais pas qui veut commencer. Ben moi, je dirais, c'est de pas avoir vraiment pas avoir peur de se lancer, en étant capable d'être réaliste, mais il faut vraiment pas avoir peur de se lancer parce que le gap à passer, il y a plein de surprises derrière, comme on en a parlé pendant 1 heure, mais faut vraiment pas hésiter à se lancer. Ça va être un peu contradictoire, mais je dirais quand même savoir se ménager. Malgré notre rythme intensif, de vraiment à des moments savoir dire aussi stop. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est une course de fond. Et quand on démarre une entreprise, on démarre avec un projet à long terme, sur 3 ans. On nous le demande d'ailleurs, la Fondatech nous demande quel est notre projet à court terme, moyen terme et long terme. Et j'entends bien aller jusqu'au bout de ces objectifs. Et donc, il faut à des moments, pour moi, vraiment se dire stop. Déconnecté. Une soirée, une journée, mais savoir couper pour mieux reprendre et prendre du recul aussi, sur voir ce qu'on fait de faux ou pas. Ouais, bah, je pense qu'il faut bien penser son projet au préalable. Il y a beaucoup de bonnes idées, d'enthousiasme, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment poser les choses, les faire de façon professionnelle, vraiment un business plan, un plan financier. C'est pas juste des termes, c'est des choses qui sont utiles pour voir comment on peut penser son projet. Se donner aussi de la flexibilité dans le projet que vous faites, être capable de se retourner. Là, si je prends l'exemple du centre de flottaison, on a Origine, on a une boutique, on a 3 caissons d'isolation, on a une chambre supplémentaire dans laquelle on aura la possibilité de mettre un autre caisson, mais pour l'instant on va accueillir des thérapeutes dans cet espace. Donc on s'est donné la possibilité d'être flexible, de voir si quelque chose fonctionnait, on pourrait agrandir. Si ça ne fonctionne pas, on peut repenser les choses différemment. Pareil pour la boulangerie, on a une boulangerie, un restaurant, un espace à brunch. De jouer avec plusieurs composantes qui permettent de réagir en fonction de la réalité qu'on rencontre dans les premières années d'activité. Donc vraiment y aller, c'est sûr, si on a vraiment envie d'y aller, mais aussi bien penser les choses et être malin sur ce point pour pouvoir mieux aborder la réalité parce que je parlais de plans financiers, de choses comme ça, c'est un élément qu'on pose, qui est important, qui nous aide à faire une certaine réflexion. La réalité n'est jamais pareille. Elle vous arrive de pleine face et il faut savoir se retourner, réagir, etc. Donc anticiper ce genre de choses-là aussi.
Ouais, très bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour avoir partagé toutes ces informations qui sont vraiment très, 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 très utiles et que moi, je suis sûr, j'aurais voulu avoir quand je me suis lancé la première fois. Et, en tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous Merci de à nous vous. avoir, Merci, de au nous avoir revoir. suivis. Au revoir.